On repart les amis, on repart avec sujet, alors Elie Cohen est avec nous, bonjour. Elie Cohen. J'allais dire sujet au cœur de nos préoccupations, mais votre bouquin s'ouvre sur souveraineté industrielle, hein, voilà, on le voit, et votre bouquin s'ouvre sur un petit texte, enfin ça doit être un plus long texte, mais vous n'en mettez qu'un extrait, que vous-même vous avez écrit en 1991. Oui. Ça m'a déprimé de lire ça. Où vous dites, donc 1991, je ne sais pas si j'en ai mis un extrait, voilà, vous dites que tout est mûr sans doute pour le retour d'une politique industrielle. C'est ça, hein, vous écrivez ça en 91, oui. Et vous nous racontez comment chaque Premier ministre depuis, ou chaque président depuis, a promis la relance de la politique industrielle. Absolument. Nous avons une passion française qui est la passion de la politique industrielle. Mais je dirais qu'avec les élections actuelles, on dépasse tout. Parce que de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par l'extrême centre, tout le monde est pour la politique industrielle. C'est ça. Il y a une espèce d'accord général. Alors, c'est un accord général qui se fait sur trois termes qui sont utilisés parfois l'un pour l'autre, mais qui reviennent tout le temps. Le premier thème, c'est réindustrialisation. Le deuxième thème, c'est relocalisation. Et le troisième thème, qui a fait son irruption cette fois-ci, c'est la souveraineté industrielle. Ouais. Mais on voit bien qu'il y a derrière chacun de ces termes l'espèce de quête d'un monde disparu où l'État était à la commande, l'État était à la manœuvre, l'État contrôlait les choses. Alors, on va y aller là-dessus, effectivement, et vous êtes très très clair sur les termes et sur ce que ça veut dire, mais cette question du moment... Oui. Momentum, on dit en économie, elle est particulièrement importante. Vous avez la conviction que là, effectivement, peut-être c'est le moment. Pourquoi est-ce que c'est important, cette notion de moment, Elie Cohen ? Alors, vous avez raison, le moment, on a souvent cru qu'il était là. Ouais. On a cru que c'était le moment, vous vous souvenez, après September 11, lorsque les tours sont tombées, et que le Financial Times titrait « C'est la fin de la mondialisation » ou « Il faut repenser la mondialisation ». Il y avait à l'époque un éditorialiste du Monde qui disait que on venait d'inventer l'impôt Ben Laden parce que comme il fallait multiplier les contrôles, les vérifications, les flux logistiques n'allaient plus avoir la même fluidité, la circulation des biens ne serait plus la même. C'est ce qu'on retrouve exactement dans cette période. Maintenant, voilà. Et de même, vous vous souvenez, quand il y avait eu le tsunami au Japon, on avait dit « Ah oui, mais les événements climatiques extrêmes font qu'on ne peut plus compter sur le juste à temps, il va falloir qu'on repense... » Mais alors attends, Elie, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que ce moment-là, 2021-2022... a pas plus de force, de réalité tangible que les moments que vous venez de décrire. Non, je commence par dire qu'il y a eu déjà à plusieurs fois des moments où on a cru que l'inflexion décisive allait être prise. Alors pourquoi le moment actuel est différent ? Je pense qu'il est différent parce que d'abord il y a eu tout ça précédent et que donc on a constaté qu'il pouvait y avoir effectivement des événements climatiques, des événements géopolitiques, des événements industriels qui faisaient que la fluidité de la circulation des biens n'était plus garantie. Et donc, l'idée de la sécurité d'approvisionnement a fait une irruption dans le débat, et elle a fait cette irruption dans le débat sur le sujet que j'appellerais le plus sensible, qui est la santé humaine. Ouais. Si vous voulez, quand la sécurité d'approvisionnement porte sur des biens aussi vitaux que le curare lorsqu'on endort quelqu'un pour une opération, ou le paracétamol... Le mot que vous cherchiez, c'était anesthésie. L'anesthésie, voilà. Le paracétamol dont on se sert, etc. Donc, si vous voulez, quand le sujet est la sécurité sanitaire, alors, là... on peut se dire que les choses ont véritablement bougé. Et vous avez une phrase très belle, je dois le dire. « L'émergence d'une inquiétude sur la souveraineté renvoie à la perception d'un monde où règne à nouveau la force. » Ah oui. Parce que, si vous voulez, tous ces éléments que je viens de mentionner s'ajoute un autre élément qui est... Alors, ça existait déjà, mais là, on en a eu une traduction très nette. Je dirais l'usage stratégique de l'échange de biens. Ce que les Américains appellent, d'une expression qu'on ne sait pas traduire en français, « the weaponization of trade ». La militarisation du commerce, d'une certaine manière. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors ça, on l'a vu, si vous voulez, lorsque nos amis chinois, un beau matin, nous ont dit vous êtes bien gentils, mais les terres rares, on se les garde pour nous d'abord. Alors, comment on fait sans terres rares pour une série de productions fondamentales en Occident, même les pots catalytiques, les rotors des éoliennes, etc. Il y a un vrai problème.
Alors, ça existait avant déjà. Les États-Unis, par exemple, pendant la guerre froide, pensaient déjà à militarisation des termes de l'échange. Mais on croyait que depuis la grande révolution libérale des années 80, on était dans un monde du multilatéralisme, de l'échange, etc. Eh bien non. Et donc, si vous ajoutez ces différents éléments, la militarisation de l'échange, les risques climatiques, les risques sanitaires... Je rajoute un 4e point que vous rajoutez vous-même, la question des territoires. Exactement. Tant chez nous, Gilets jaunes, que aux États-Unis, les Appalaches, Trump, etc. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Parce mais c'est vous. Hein, non, mais vous avez raison de mentionner, parce que quand on pense réindustrialisation, on pense industrie, bien entendu, on pense activité économique, on pense point de PIB, etc. Mais on ne pense pas le revers de tout ça, qui est l'ancrage dans un territoire. Les gens qui sont accrochés à une activité. Alors on leur dit, mais globalement l'activité repart, etc. Non, mais pour eux l'activité ne repart pas. Voilà. Lorsque l'activité disparaît chez eux, c'est un écosystème, comme on dit, qui disparaît. Mais je dirais c'est un mode de vie qui est attaqué. C'est un mode d'ancrage territorial et politique. Et je crois, ça, Élie, c'est la plus grande... parce que je citerai certaines phrases que vous contestez aujourd'hui et sur lesquelles moi je pouvais réfléchir, hein, notamment sur le pouvoir du marché à régler un certain nombre de problèmes. Et cette question des territoires est sans doute la plus grande erreur que nous, dans une pensée libérale absolue, on va dire ça comme ça, nous ayons pu commettre. Je pense qu'effectivement, ça c'est... Le vrai choc, il est là, en fait, que sur la notion des territoires. Ça traduit, je dirais, la prégnance de la macroéconomie sur le raisonnement économique. Ouais. Au fond, on a tous dit, tant que l'économie globalement croît, tant que l'emploi globalement croît, quelle importance que telle activité soit localisée. Oui, il y a des perdants, mais il y a des gagnants de l'autre côté, donc tout ça, c'est pas très grave. Et puis surtout, erreur encore plus importante, vous savez, ça a été la querelle des chips. Aux États-Unis, on dit, au fond, peu importe qu'on vende ou qu'on achète des potato chips ou des chips informatiques, du moment qu'il y a de l'activité, c'est de l'activité. Et donc on a eu tendance à considérer que l'activité industrielle, même de pointe, ça n'est pas important. Ouais. Or, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. La prospérité d'un pays, la capacité d'un pays à répondre aux défis, elle dépend largement de la spécialisation industrielle. Et ce terme de spécialisation industrielle a comme été interdit. Parce que derrière, il y avait l'imaginaire d'un État qui allait savoir mieux que le marché. Mais non, c'est pas ça. C'est simplement que ce n'est pas la même chose d'avoir une spécialisation économique, comme on dit aux États-Unis dans les hamburger flippers, c'est-à-dire les gens qui fabriquent des hamburgers et qui les vendent, c'est-à-dire dans des services de faible qualité et de faible qualification, ou de faire des chips. Et aujourd'hui, on apprend avec Taïwan en particulier, ce que c'est que de monopoliser la compétence dans les chips les plus avancés. On arrive justement sur... Alors, OK, c'est le moment. Et donc, c'est la stratégie. Et donc là, vous y revenez aussi largement, et vous insistez, vous martelez, c'est même finalement le cœur de votre bouquin. C'est le rôle central de l'État. Votre thèse, si je peux dire, Élie, c'est qu'il ne peut pas y avoir de politique industrielle sans un rôle central de l'État. Ce que je veux dire surtout, c'est que la question importante est, pour nous économistes, est-ce que la question de la spécialisation est importante ou pas ? Est-ce qu'on peut abandonner la spécialisation économique d'un pays aux forces du marché ? Si on considère que la spécialisation c'est important, alors le rôle de l'État devient indispensable. Parce que ce sur quoi j'insiste fondamentalement, c'est que la politique industrielle est une politique de développement. Et qui dit politique de développement, ça veut dire on s'extrait des conditionnements pour se donner un autre avenir, une autre stratégie. Et si vous voulez faire basculer une économie, alors le rôle de l'État devient absolument indispensable. Ouais, mais c'est là où on arrive sur ce que moi j'ai souvent pensé profondément. C'est l'idée que, je vous lis, l'État ne dispose ni de l'information nécessaire, ni des incitations adéquates, il fait des incitations politiques, il ne fait pas des incitations de marché, pour faire les choix les mieux fondés que ceux du marché. Une critique qui a longtemps valu condamnation pour la politique des champions nationaux. Oui. Comment on sort ? Et ces critiques sont fondées. Ah, tout à fait. Comment on en sort ? Oui, mais l'État est le seul à avoir la ressource qui consiste à faire changer de direction à une économie.
parce qu'il est le seul à pouvoir mobiliser des moyens financiers, réglementaires et politiques que personne d'autre ne peut mobiliser. C'est pour ça que j'insiste sur une définition très restrictive de la politique industrielle, en disant que la politique industrielle est une politique de développement. Et au fond, quels sont les grands moments de politique industrielle ? C'est le décollage économique. Et là, je donne les exemples de la Chine, de l'Allemagne, de la Corée. À la base du décollage économique, il y a quelques choix politiques nationaux majeurs, premièrement. Deuxième contexte, les guerres. Quand après la guerre, il faut reconstruire le pays, comment vous faites pour reconstruire le pays ? Et là, je donne l'exemple français, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où on a défini un modèle puissant qui était basé au fond sur une idée et une seule, qui était l'indépendance industrielle. C'est ce que vous appelez le colbertisme high-tech. Voilà ce que j'avais appelé dans un livre que j'avais écrit en 1980, le colbertisme high-tech. Eh bien, si vous voulez, au sortir de la guerre mondiale, on a dit, écoutez, pendant cette guerre, c'était une catastrophe. On ne savait pas maîtriser nos approvisionnements pétroliers. On dépendait des 7 sœurs, comme on disait. Et donc, on fait le nucléaire. Et donc, on va faire le nucléaire. On ne savait pas disposer des outils de communication. Pour communiquer dans les tranchées, on se servait d'un matériel allemand bricolé. On n'était pas capable de fabriquer nos outils de communication. Etc., etc., je ne vais pas détailler. Mais si, c'est vachement intéressant, parce que télécommunications, alors maintenant il est brocardé et tout, mais on fait le Minitel. Voilà. Et le Minitel en 1980, il est en avance, mais sur l'ensemble du monde. Voilà, exactement. Tout à fait. Et donc effectivement, puisque vous insistez, c'est de ce constat qui a été fait après la guerre que sont sortis les grands programmes, effectivement, du nucléaire, de l'aéronautique civile et militaire, du spatial, du TGV, des télécommunications, etc. Et on a comme ça bâti ce qui est le vrai socle industriel du pays. Et alors, là, toute la question qui se pose, là, j'anticipe de quelques étapes. Non, parce que ma question, moi, c'est là où c'est le cœur du truc, Élie. On se dit, oui, mais c'était des hommes exceptionnels. Oui. On se dit, c'est le général de Gaulle. On n'a pas de doute, le général de Gaulle, il sert l'intérêt général. Après, le couple Pompidou-Mesmer, on n'a pas de doute, Pompidou-Mesmer, ça sert l'intérêt général. Et on se dit, aujourd'hui, ensuite, ce qu'on a vu en termes de politique industrielle, pardon d'aller sur ce terrain-là, c'est Ségolène Royal qui veut défendre Liez. C'est-à-dire, à un moment, ils n'arrivent plus à servir l'intérêt général, mais servent leur intérêt particulier. Oui, mais justement, c'est une très bonne remarque que vous faites en insistant sur le rôle du général de Gaulle, par exemple, ou de Pompidou. En fait, on se trompe si on croit que la réussite de ces grands projets est due uniquement au général de Gaulle. Non. Ce qui s'est passé après-guerre, c'est qu'on a créé des institutions qui ont été capables de porter ces projets bien au-delà de la volonté politique, puisque vous savez qu'après le général de Gaulle, on a eu la 4e République. Bien sûr. Et on a eu des tas de politiques qui étaient tout à fait inconsistants, etc. Et pourtant, ces projets ont perduré dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'on a su mettre en place un dispositif. Quel était ce dispositif ? Premier dispositif, d'abord, l'autonomie technologique. Comment on acquiert l'autonomie technologique ? On a commencé par créer des grands centres de recherche nationaux. Le CNES, le CNET, le CNEXO, etc. Oui, mais le problème, c'est si vous créez un nouveau laboratoire de recherche et que vous démarrez avec vos propres lubies, vos propres caprices, vous risquez de vous fourvoyer. Et effectivement, les premières générations de fusées, première génération de télécom, c'était des solutions françaises, graphite gaz, etc., etc. Mais ces institutions, comme le CEA par exemple, ont été capables à un moment de dire « Eh ben non, ce qu'on veut, c'est l'autonomie technologique. Et pour cela, on va acheter la meilleure technologie américaine disponible et on va l'adapter et on va la pousser. » Et c'est comme ça qu'on a fait une filière française du PWR. Même chose dans le spatial, même chose dans l'aéronautique. On a été capable... Toutes les technologies nationales ont été abandonnées ? La plupart. Par l'ensemble des experts. Voilà, la fusée Diamant. Vous vous souvenez de la fusée Diamant ? D'ailleurs, vous notez Diamant, je ne savais pas ce que c'était. Ça a été la première fusée. On l'a abandonnée. C'est ça. Parce que la solution purement française n'était pas adaptée et on a fait à ce moment-là des coopérations européennes. On a essayé de faire le nucléaire, c'est Westinghouse. Le nucléaire, c'est Westinghouse, etc. Voilà. Et les télécoms, on est allé chercher les télécoms à la fois suédoises, Ericsson, et américaines avec ITT. Et donc, le cœur, en fait, de la réussite d'une politique industrielle, c'est la gouvernance, Élie Cohen. Exactement, exactement. C'est-à-dire, il faut être capable d'inventer un système qui, d'une part, puisse s'autoporter, donc ne pas dépendre des fluctuations politiques de court terme, et qui en même temps est capable de faire les bons choix industriels, voire d'abandonner, de tuer certaines activités quand elles sont sans avenir.
Et ça, on a été capable de le faire. Donc je disais, premier élément. Alors, on a été capable de le faire, mais on ne l'est plus. Ah, maintenant, on l'est plus du tout. Alors, et vous faites une analyse donc des... Alors, donc ça s'appelle PIA, Programme des investissements d'avenir, mais c'est le grand emprunt de Sarkozy, en fait, qui a maintenant 15 ans. Oui. Analyse où on part de cette description que vous avez faite d'une agence idéale qui va faire des choix en pensant le long terme, et où, en fait, la logique budgétaire, finalement, rattrape l'ensemble des acteurs. La logique budgétaire et, je dirais, la logique organisationnelle des différents ministères. Parce que, donc, dans le modèle du grand projet, je disais d'abord autonomie stratégique dans la recherche, mais il y avait le deuxième élément, c'était la politique de la commande publique sur la très longue durée. Ouais. Et c'était également une forme de protectionnisme offensif, c'est-à-dire on se claque mur tant qu'on n'est pas capable de développer notre propre système. Or, dans une économie ouverte, avec des gouvernements qui fluctuent, des ministères qui cherchent absolument à défendre leurs précarés, etc., vous ne pouvez plus porter sur la durée un projet de recherche, même qui a abouti. Et donc, l'histoire du PIA, c'est effectivement l'histoire du budget qui reprend des prérogatives et des ministères qui veulent retrouver des compétences perdues. Vous dites qu'ils ont récupéré à peu près, le budget a récupéré à peu près 20% des dotations du grand emprunt pour des programmes qui étaient lancés. Mais ça n'a rien à voir avec une économie ouverte, ça. Ça, c'est le manque de courage des ministres et des responsables politiques qui sont en charge. Que l'économie soit ouverte ou fermée, ça ne leur donne pas plus ou moins de courage. Non, si vous voulez que dans le cas, là je reprends l'exemple et du PWR et du commutateur temporel qui a été développé au CNET. Il y a eu à plusieurs reprises des échecs dans ces filières. Et pourtant, on a continué sur la durée. Pourquoi on a continué sur la durée ? Eh bien, par exemple, si vous regardez l'histoire des télécoms, on avait inventé un mécanisme fiscal préaffecté au CNET et à la DGT de l'époque, ce qui faisait que le budget n'avait pas prise sur ce type de mécanisme. Et donc, on a pu, sur la durée, essayer différentes solutions de commutateurs, malgré les échecs. Et c'est parce qu'on a été capable de gérer ça sur la durée que, finalement, on est devenus les leaders mondiaux de la commutation temporelle. Oui, encore une fois, ça, c'est une question de courage politique. Ah non, vous pouvez pas faire le pari du courage politique. Vous devez faire le pari d'institutions, d'un système autoporté et qui arrive à vaincre les obstacles. Vous aimez beaucoup la DARPA. Ah oui. La DARPA américaine, c'est pour vous le modèle du truc. Écoutez, petite agence et qui dépend directement du président. Exactement. Voilà. Avec des chefs de projet qui ont tout pouvoir. L'exemple des vaccins, moi, m'a fasciné, si vous voulez. Comment Trump a choisi un homme, quelqu'un d'ailleurs d'origine marocaine, qui s'appelle Moncef Slaoui, qui a été formé en France et qu'il a nommé tsar des vaccins. Et il lui a dit trouve-moi la solution pour avoir des vaccins en 3 mois. Et, tout le monde dit mais c'est n'importe quoi. Comment on ne peut pas faire des vaccins en 3 mois ? Que fait Moncef Slaoui ? Il va chercher partout dans le monde les meilleures équipes de recherche et les meilleurs développeurs industriels capables de proposer une solution de vaccin dans un court laps de temps. Et il va rencontrer le patron de Moderna, il va rencontrer le patron de AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, etc. Absolument. Et il les réunit autour d'une table. Et Trump leur dit de quoi vous avez besoin. Alors il y a quelqu'un qui dit écoutez, bon d'abord on a besoin d'argent, vous ne pouvez pas vous imaginer, moi j'ai besoin d'au moins $1,5 milliard en 3 mois pour pouvoir développer ça. Il y a un autre qui dit oui l'argent mais pas seulement, parfois on a des difficultés à transporter les équipements d'un coin à l'autre du pays. Et un autre dit oui mais c'est encore plus difficile de disposer de certains composants biologiques, etc. Et donc il dit bah écoutez, on commence... par mettre $12 milliards. Oui, c'est ça. Et on signe tout ce que vous voulez. 12 milliards mais ça, c'est de l'économie de guerre, Élie. Absolument. Voilà. Mais oui, mais ça, c'est pas le fonctionnement classique de la DARPA, quand même. Ah bah si, la DARPA, ça a été créé pour ça. La DARPA... C'est le fonctionnement classique de l'innovation industrielle aux États-Unis. La DARPA, ça a été pour dire, par les mécanismes classiques du marché, vous n'aurez jamais ni l'Internet, ni le Siri d'Apple, ni les grands outils de précision pour la découpe, etc. Il faut un programme exceptionnel. Donc il faut chanter toutes les étapes intermédiaires, il faut pouvoir déplacer des objets d'un bout à l'autre du pays en exigeant que ça se fasse, et seule l'armée peut faire ça. Donc il faut de l'argent, il faut de l'armée, il faut... Alors, notre dernier plan, alors il y en a tellement d'ailleurs que je suis perdu, c'est France 2030 celui-là. Oui.
Bon alors, donc Bruno Bonnell, voilà, en charge, entrepreneur, vous insistez beaucoup là-dessus aussi, on n'aura pas le temps de tout voir évidemment, il faut lire le bouquin de toute façon, hein, qui a connu l'échec. Oui. Vous dites c'est très très important que l'État, d'ailleurs vous l'avez raconté, que l'État, qu'on accepte que l'État puisse se planter. Absolument. Voilà, vous racontez le plan calcul, bah oui, ils sont plantés sur le plan calcul, c'est la vie. Voilà. Oui, tout à fait. Est-ce que là on est sur quelque chose qui vous semble cohérent, une gouvernance? Non, on a été à 2 doigts de le faire et on ne l'a pas fait. C'est-à-dire que moi, j'ai plaidé, bien entendu, pour qu'on adopte le modèle DARPA et qu'on l'adopte même au niveau européen. Il y a eu une petite esquisse de DARPA au niveau européen avec HERA dans le domaine vaccinal. Mais on n'a pas franchi le pas et on n'a pas voulu se doter d'un instrument qui, il faut bien le voir, confère un pouvoir discrétionnaire formidable à ce patron qui est capable, au nom de l'État, mais sans l'intervention directe de l'État, de déplacer des montagnes. Et notre système politico-administratif n'a pas voulu franchir ce pas. Et donc, qu'est-ce qui vous permet de le dire, là, n'a pas permis de franchir ce pas? C'est-à-dire que s'il était là, Bruno Bonnell, il vous dirait, mais enfin, Élie, j'ai 50 milliards entre les mains, et crois-moi, je vais être le seul décisionnaire de là où ils vont aller. D'abord, je ne le crois pas, parce que le programme France 2030, je l'ai bien étudié de près, il y a 11 programmes, il est déjà largement préaffecté. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a 6 milliards qui doivent être affectés au changement des méthodes de production pour décarboner les filières de production dans l'acier, dans le ciment, etc. Je ne vous donne que cet exemple. D'accord. Et puis en fait... la messe est déjà dite. La messe est déjà dite, l'argent est déjà largement préaffecté. Et puis surtout, si vous voulez, Bruno Bonnell n'a pas la force de frappe de Moncef Slaoui, si vous voulez. À partir du moment où Moncef Slaoui a été béni par Trump, il a pu faire ce qu'il voulait. Est-ce que dans le fonctionnement politico-administratif français, vous croyez que quelqu'un comme Bruno Bonnell, même béni par Emmanuel Macron, peut faire ce qu'il veut? Non, il y a... Et puis d'ailleurs, on vous expliquera que notre organisation politico-administrative, avec les contrôles, avec la séparation de l'ordonnancement et de la dépense, avec le contrôle de la Cour des comptes, etc., si vous ne mettez pas en place un dispositif vraiment disruptif pour dire on passe dans l'autre dimension, vous n'allez pas y arriver, si vous voulez. Les programmes DARPA sont souvent des programmes blancs, c'est-à-dire trouvez-nous une solution pour, sur le champ de bataille, administrer des vaccins. Et il y a des tas de gens, il y a des tas d'initiatives qui se lèvent, et puis il y a un grand tsar du secteur qui connaît les équipes qui sont les plus en pointe, qui sont les meilleures aux États-Unis et ailleurs, et qui décide de mettre des paquets. Faut dire un mot de ce qui est, moi je pense, enfin je trouve, mais je le soumets à votre sagacité, la plus incroyable histoire industrielle de ces 10 dernières années, c'est Tesla et c'est Elon Musk. Oui. D'accord, c'est quand même un truc de dingue. Voilà. Absolument. On en a vécu la naissance. Enfin, je ne sais pas comment vous avez regardé ça, mais avec des doutes énormes, mais c'est pas possible. Bref. En quoi est-ce que là... Donc, on sait que la NASA a en large partie financé SpaceX et qu'à un moment, SpaceX a permis de financer Tesla. Globalement, ça a été ça le circuit. C'est-à-dire qu'il faut laisser, à un moment, faut faire une sorte de pari sur un gars, sur une structure, et en disant oui, c'est lui qui va y arriver? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que justement, l'exemple que vous donnez montre que les États-Unis arrivent à combiner le meilleur des deux mondes. Le premier monde, c'est le monde de la technologie lourde. Si vous voulez, pour faire des percées aussi décisives que celles qui permettent le véhicule autonome, celles qui permettent les fusées réutilisables, etc., il faut d'abord au départ beaucoup de recherche, et beaucoup de recherche universitaire, beaucoup de recherche académique, et beaucoup de recherche qui peut féconder l'industrie. Ça, c'est la première étape. Et aux États-Unis, vous avez une deuxième étape. C'est que vous avez des venture capitalistes qui disent on est prêt à miser 200 millions de dollars pour explorer une voie que personne n'a explorée, mais qui est portée par un scientifique qui veut se lancer dans l'aventure industrielle. Et puis après, vous avez une troisième étape, vous avez des vrais industriels, des vrais entrepreneurs qui se disent moi, je peux porter sur le marché ce qui n'a été qu'une élucubration de chercheurs, même financée par des ventures capitalistes. L'idéal, c'est de savoir combiner les trois, si vous voulez. Et c'est ce que montre l'exemple américain. Je suis très frappé de constater, je ne m'en doutais même pas, comment derrière
les grands succès du marché actuel, si vous voulez, l'iPhone par exemple, il y a 36 recherches qui ont été financées par la recherche publique, par les universités, par des fonds publics ou par le DARPA à un moment ou à un autre. Mais, il n'empêche, l'iPhone, c'est pas sorti d'un laboratoire public. Et il n'empêche, ils ont quand même, eux, vécu aussi une période de désindustrialisation terrible. Ils n'en sortent pas. Et enfin bon, on a tous raconté la détresse des Appalaches, de l'Est des États-Unis. C'est-à-dire que même ce modèle-là, mais d'ailleurs, vous l'écrivez assez clairement, il n'y a pas forcément de bon modèle. Il faut être... c'est aussi l'une des leçons de votre bouquin. Absolument. Il faut être en éveil en permanence. Oui, disons un mot de l'Allemagne, par exemple. Vous décrivez un système d'endogamie entre les territoires, les banques et les industriels, qui à un moment, comme toute endogamie, quoi, on sort avec des trucs qui sont bancaux, c'est ça, qui ne marche plus, quoi. Bancal, pardon. Oui. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que dans le cas allemand, vous avez la crise qui touche le cœur du modèle, le cœur de la spécialisation, qui est l'industrie automobile. Ouais. Et alors, en même temps, ça c'est une de mes découvertes, ils ont été capables de mettre au point le vaccin mRNA qui a eu le plus de succès avec BioNTech. Oui. Et le succès BioNTech, c'est quand même la combinaison de 3 choses, de la recherche publique, des entrepreneurs immigrés et le financement par une grande fondation familiale. Oui, mais c'est Pfizer qui fait aussi... qui fait l'industrialisation, etc. Parce que, alors c'est une phrase, vous citez Thomas Philippon, c'est une phrase que Thomas Philippon m'a dit dans ce studio qui me passionne depuis qu'il l'a prononcée. Pourquoi est-ce que Tesla n'est pas allemand ? Et en fait, vous nous expliquez pourquoi est-ce que Tesla n'est pas allemand. Ce système allemand d'endogamie fait que l'automobile ne peut pas se disrupter. Absolument. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Alors qu'il y a tout pour que Tesla soit allemand, normalement. Mais oui, mais c'est intéressant. Mais ça prouve quand même que alors que l'Allemagne a une chimie puissante, une pharmacie puissante, on aurait pu penser que ça allait tout étouffer. Eh bien, dans les interstices du système, la combinaison entre des travaux de recherche universitaires, une équipe d'immigrés entreprenants et la famille Quant qui a mis de l'argent, si vous voulez, ma question à moi, c'est pourquoi on n'a pas l'équivalent de la famille Quant en France ? Pourquoi on n'a pas été... La suite de Philippon, en France, c'est sur la grande distribution. Pourquoi est-ce qu'Amazon n'est pas français ? On a Auchan, on a toutes les grandes familles de la grande distribution qui auraient pu, et qui à un moment sont au Brésil, ils sont en Chine, ils sont partout, qui auraient pu faire Amazon. Absolument. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Mais ça nous éloigne de l'industrie. Il nous reste 2 minutes. On n'est pas forcément très optimiste quand on finit de lire votre bouquin sur la réindustrialisation et la souveraineté industrielle en France. Si, on doit être optimiste parce que pour la première fois, le mot de politique industrielle et le mot de souveraineté industrielle n'est plus obscène à Bruxelles. Oui, mais il ne parle que de relocalisation. Alors, on n'a pas eu le temps d'aller sur là, mais vous dites c'est un contresens, la relocalisation. Mais bien entendu. Mais si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est quand même, avec les fameux PIEC, ces fameux programmes prioritaires que je développe ici, ils veulent faire, c'est le projet, il faut suivre, ils veulent faire les 2 choses. À la fois relocaliser en Europe certaines productions de composants, mais en même temps être à la frontière technologique, être sur les 2 nanos. Et pour cela, il y a la tentative de créer autour, moi j'ignorais qu'il y avait ce laboratoire belge qui était l'IMEC, qui était aussi avancé. Et là, est-ce qu'avec de la technologie européenne et des procédés de production qu'on irait acquérir à Taïwan et ailleurs, il n'y aurait pas l'esquisse de quelque chose? Mais non, parce que moi je vous ai lu et le sujet c'est la gouvernance. Oui. Le sujet c'est la gouvernance. Alors, regardez, c'est quand même complètement dingue. Aujourd'hui, là maintenant, Dassault et Airbus n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le futur avion de combat. Enfin, vous avez raison, c'est pour ça. Il n'y a pas de gouvernance européenne. C'est pour ça que même au niveau européen, on essaye d'acclimater un nouveau type de gouvernance. Et je vous avais dit que dans le domaine vaccinologique, il y a cette agence qui s'appelle HERA, qu'on veut créer, qu'on est en train de créer sur le modèle du BARDA américain. Mais voilà, on essaye. On essaye. Affaire à suivre. Il faut avoir l'optimisme chevillé au corps pour y croire. En tout cas, allez lire ça. C'est toute l'histoire de l'industrie européenne, et même en partie mondiale. D'ailleurs, vous parlez évidemment de la Corée, depuis 1945. Et énormément de sujets de réflexion, notamment pour, je pense qu'on est un certain nombre, Bismarck a été en partie faite pour ça, qui étions quand même peut-être un peu trop libéraux. Voilà, je vais le dire comme ça pour finir. On se retrouve demain sur Bismarck, évidemment.